c'est pas une critique, parce que dans son quotidien, en effet, il a d'autres chats à fouetter que faire un plan de trésorerie. Et pour comprendre l'ampleur du phénomène, si c'est conjoncturel ou structurel, c'est indispensable d'avoir ces outils de pilotage. Voilà les grosses distinctions entre le DAI et le factor. Donc DAI conjoncturel, factor structurel. Et la grosse différence, parce que la facturation, pour le coup, n'est pas la même, parce que sur le factor, on rajoute l'assurance du poste client. C'est-à-dire que le DAI n'assurera pas un impayé, le factor vous assurera d'un impayé. Demain, il nous refait une réunion de crise en disant j'ai un sujet, on va y aller déjà sereinement et on trouvera des solutions. À l'inverse, il nous aurait caché, il aurait mis tout ça sous le tapis, le lien de confiance ne se crée pas, et quand il faut faire une réunion de crise alors qu'on est beaucoup trop tard, qu'il n'y a plus de trésorerie, qu'il n'y a plus rien, ça sera beaucoup plus difficile, ça c'est sûr. Bienvenue dans le podcast En Business Soyons Cash, podcast qui a pour vocation d'aborder avec authenticité et franchise des questions encore trop tabous liées au business. Le cash, le juridique, la relation commerciale et la posture du dirigeant. Je m'appelle Pauline Thiboux, ça fait plus de 12 ans que j'évolue dans le milieu du recouvrement. Je suis anciennement huissier de justice et je croise au quotidien des dirigeants confrontés à des impayés ou à des délais de paiement qui ne savent pas comment réagir et qui se sentent perdus. Ce podcast vient éveiller les consciences sur toutes les solutions à mettre en place pour réduire les délais de paiement et éviter les impayés afin de développer sereinement son entreprise et éviter les faillites qui, rappelons-le, sont causées pour la grande majorité par une mauvaise gestion du risque client. Avec mes invités, je viens aborder différentes thématiques pour éveiller ces consciences. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Ardevol, banquier au CIC. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Sébastien. Bonjour Pauline. Du coup, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast En Business Soyons Cash. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler aujourd'hui d'un sujet hyper important dans les entreprises qui touche directement au cash. Ça tombe bien, t'es banquier. Je suis banquier. Le cash, ça te connaît. Pour repositionner un petit peu le contexte, on est dans un climat assez tendu économiquement en ce moment. On a atteint l'année dernière des niveaux de défaillance d'entreprises quand même records qu'on n'avait pas vus depuis des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Il y a du rattrapage Covid, pas que. Il y a aussi des vraies problématiques structurelles de pivot aussi d'entreprises. Et on voit des grosses, belles PME installées depuis longtemps qui font faillite avec des conséquences en chaîne, du coup, qui sont quand même importantes. On sait, maintenant, avec toutes les études aussi qui sont faites, qu'une des premières causes des défaillances, c'est les impayés. On a souvent tendance à dire 25% des défaillances sont dues à des impayés. J'aurais tendance à dire que la première cause, c'est une mauvaise gestion du risque client, au-delà même de l'impayé. Parce que dans le risque client, il y a quand même plusieurs choses. Du monoclient, de la dépendance, des délais de paiement aussi, et une mauvaise gestion du coup, de son risque et de financement de son poste client. Donc, c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui avec toi. Avec plaisir. Avant tout, j'aimerais que tu puisses, si tu veux bien, te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi cette voie et le côté entreprise aussi? Voilà, pour qu'on se connaisse un petit peu mieux, que ça brise un petit peu la glace aussi sur cet exercice qui n'est pas toujours évident et qu'on puisse avancer sur le fond des sujets ensuite. Allez, c'est parti. Donc Sébastien Ardevol, moi je dirige le centre d'affaires entreprise du CIC, donc je m'occupe de PME et de petites ETI dans mon centre d'affaires qui représente à peu près 1000 clients sur la zone géographique concernée et on pèse à peu près 400 millions d'encours, donc c'est un impact assez important sur le territoire. Personnellement, je suis devenu banquier, un peu, pas par défaut, mais comment dire, j'ai commencé dans la comptabilité, donc j'étais déjà attiré par le chiffre et le monde de l'économie, et il me manquait une dimension dans la comptabilité, c'était le commercial. Et dans la banque, j'ai trouvé du coup chaussure à mon pied, on va dire, parce que j'avais la manipulation des chiffres au service de l'entreprise, tout en mettant une dose de commercial dans mon activité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le métier de banquier me va très bien parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. On passe le plus de temps possible chez les clients pour comprendre leurs problématiques, pour comprendre leur stratégie et les aider aussi, quand c'est possible, sur les moments difficiles. Donc, on va pouvoir évoquer quelques solutions tout à l'heure. Complètement. Donc, tu vois, là, tu viens de mettre le doigt sur deux choses, un peu des a priori qu'on peut avoir sur le banquier. Un peu la personne inaccessible, qu'on ne voit jamais, difficile à avoir en ligne, qui n'a pas conscience de nos problématiques, etc. Et il ne nous accompagne pas quand on a des difficultés. En gros,
le banquier est là quand il y a de l'argent, puis dès qu'il n'y en a plus, il n'y a plus personne. Non, c'est mais un peu les clichés Alors, qu'on a. les clichés, ils sont toujours un peu fondés, hein, il faut être très clair. Mais ça me permet de préciser le rôle du banquier. C'est-à-dire que c'est vrai que quand ces clichés sont forts, c'est peut-être des fois aussi on a oublié la mission du banquier. La mission du banquier, c'est pas de remplacer l'actionnaire. Donc il y a un vrai sujet où le banquier va faire le maximum à partir du moment où l'actionnaire lui aussi aura fait son job, notamment en fonds propres, notamment en réinvestissement quand il le faut, parce qu'on ne pourra pas le remplacer. On est toujours là dans l'accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre le métier du banquier. Et le deuxième point important, on l'oublie aussi, et pour le coup c'est assez vertueux, c'est qu'on ne prête pas notre argent, on prête l'argent de nos clients, en tout cas majoritairement. Quand je prête 100 €, il y en a bien 60 qui viennent de mes clients. Donc ça incombe des responsabilités plus importantes que si c'était notre propre argent. Et ça fait partie de nos clés de décision à tout moment. Oui, et puis on raisonne en risque aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est est-ce que je prends beaucoup de risques ou pas? Qu'est-ce que je mets en face pour le sécuriser? Et finalement, j'ai envie de dire, une entreprise devrait peut-être raisonner souvent ou plus comme ça, notamment sur ce qui nous intéresse du risque client, parce qu'on voit souvent des entreprises nous, qui disent oui et se lancent d'accord perdu dans des contrats ou quoi, alors qu'en fait, ils n'ont pas mesuré le risque en amont et ils se retrouvent après, des fois, dans des situations hyper compliquées. Et cette image, et tu l'évoquais par rapport à une espèce de peur de banquier, hein, c'est certain qu'on verra dans des exemples tout à l'heure, mais plus on va être en amont, plus on va être même concomitamment avec l'expert comptable, par exemple, dans la gestion des situations difficiles, plus on aura d'outils. Et plus on attend, moins on aura d'outils et de solutions pour pouvoir arriver à du positif. Donc il ne faut surtout pas venir nous voir en dernier. Ouais, c'est ça, l'anticipation, de toute façon, on le voit, c'est le maître mot, je crois, depuis le début de la saison de ce podcast. Anticipation, c'est vraiment toujours ça. Et être conseillé. Adaptation. Ouais. Être bien conseillé aussi, d'avoir les bonnes personnes autour de soi, experts, et qui communiquent. Tu vois, donc, qui communiquent et qui challenge. Parce que pareil, aussi, le discours bienveillant, c'est important, mais c'est important, nous, c'est un peu aussi notre marque de fabrique dans le centre d'affaires, c'est qu'on n'hésite pas à challenger le client. Quand je dis challenger, c'est-à-dire qu'on ne va pas boire les paroles sans les contredire, les challenger, c'est le vrai terme, pour lui rendre service. Parce que des fois, ce n'est pas forcément agréable, mais c'est le meilleur moyen pour voir les réalités, la dimension des problèmes, pour pouvoir les gérer, quel est le plan d'action en marche, quel outil de pilotage il a mis en place, parce que selon les tailles d'entreprise, on a aussi des surprises sur le pilotage des sociétés où le dirigeant pris la tête dans le guidon, pris dans le commerce, dans des sujets de risque, il oublie de piloter sa boutique et derrière on arrive à un pilote dans l'avion qui ne maîtrise plus ce qu'il y a devant lui parce qu'il est pris par le quotidien. Donc là-dessus, nous on va être le fameux plan de trésorerie. Beaucoup de situations arrivent vers nous en disant j'ai des problèmes, j'ai un sujet de trésorerie, comment on va faire? Ok, pas plus tard qu'hier. Besoin de trésorerie, c'est un client qu'on va accompagner. Les solutions, on en a déjà 2-3 en tête. Par contre, votre plan de trésorerie sur 3 mois, j'en ai pas. Bon, voilà, ça c'est, et je comprends, c'est pas une critique, parce que dans son quotidien, en effet, il a d'autres chats à fouetter que faire un plan de trésorerie. Mais pour comprendre l'ampleur du phénomène, si c'est conjoncturel ou structurel, c'est indispensable d'avoir ces outils de pilotage. C'est là où il faut se faire accompagner par des experts comptables, par des avocats et des banquiers. Exactement. De toute façon, l'anticipation, effectivement, est clé. Et sécuriser, du coup, en amont, tous les endroits où on a repéré qu'il pouvait y avoir des risques en se disant « et s'il se passe ça ?» ou alors se dire « ok, là, je prends des risques, mais j'en suis conscient. Et donc, je peux mettre en face des solutions. » Et du coup, le risque qui nous intéresse aujourd'hui, de par aussi l'impact qu'il a sur les défaillances d'entreprise, c'est le risque client, qui pour moi est complètement sournois et sous-estimé. Parce qu'en fait, souvent, on se retrouve des boîtes, ouais, super, on est en pleine croissance, le carnet de commandes, il est plein, on a des beaux clients. Et oui, mais attention, vos beaux clients, est-ce que vous vous renseignez? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que vous êtes payés dans les délais? Parce que vous allez vouloir grossir, mais vos clients, c'est quoi leur délai de paiement et comment vous allez faire pour gérer la trésor, justement, dans ces phases de croissance? Et en fait, souvent, les gens, des dirigeants, ne s'inquiètent pas, en fait. Ils ont le cash, donc si tu veux... Tant qu'ils n'ont pas subi un impayé significatif, ils ne s'inquiètent pas. Ils n'ont pas conscience du problème, ils n'ont pas conscience de l'impact que ça va avoir sur leur trésorerie. Ouais. Et souvent, pour les faire réagir, on leur dit, mais si vous prenez un impayé de 20 000 €, ça représente combien de points de marge dans votre résultat? Et là, on commence du coup à une prise de conscience, parce que ce n'est pas tant au niveau de chiffre, c'est combien de temps j'ai travaillé, combien de temps j'ai créé de la valeur,
et ça fait combien de temps qu'ils disparaissent d'un coup par un impayé. Donc ça, c'est un vrai sujet, d'autant plus sur les PME et TPE, où très clairement, les entreprises ne sont pas couvertes. Il n'y a pas d'assurance crédit, elles existent. Les assureurs crédit ont fait des efforts pour améliorer la gamme, pour améliorer le coût, mais ça ne réagit pas, et c'est vrai que les clients sont malheureusement pas couverts sur ce risque, alors que, comme tu l'évoquais, en sortie de Covid, il est plus important qu'avant, avec des taux de défaillance qui sont supérieurs à la normale, entre guillemets, historique. Donc après, on ne va pas être que pessimiste, parce qu'il y a aussi, on voit que ces défaillances, au moins, sont stabilisées, c'est-à-dire qu'on arrête de monter. Sur le premier trimestre 2025, on a une stabilité, donc ce n'est pas une baisse encore, mais au moins, on a arrêté de grimper. Bon, voilà, les choses vont reprendre le cours. Ce qu'on peut dire, pour encore une fois être optimiste, c'est qu'il y a quand même un désendettement sur les entreprises PME en France. Très clairement, les PGE se remboursent. Il y a une belle lumière au bout du tunnel, c'est que dans un an, les PGE sont terminés. Ça va faire du sens. Et ça va libérer une capacité d'investissement importante qui peut faire redémarrer une machine, vu l'ampleur du PGE. Donc, les trésoreries, macroéconomiquement, se tiennent. Le désendettement est en cours. Le sujet, il est plus sectoriel. C'est-à-dire que selon les secteurs, on va avoir des situations plutôt graves. Le secteur du vêtement en B2C est très impacté. Le transport est très impacté. Les constructeurs sont très impactés. Donc ça, c'est des secteurs qui, malheureusement, n'ont pas les références macro que je viens d'évoquer, qui sont plus dans le dur, parce qu'ils n'ont plus de trésorerie. Et il faut arriver à trouver des solutions pour la générer, en tout cas mieux la maîtriser. C'est clair. Et la catégorie constructeur, on voit, nous, chez les clients qu'on accompagne, a des grosses répercussions sur toute la sphère bâtiment, forcément. Évidemment. Et bâtiment impacte derrière quand même aussi d'autres sphères. Donc c'est vrai que c'est inquiétant, et en même temps, comme tu dis, il y a quand même des signaux aussi qui sont encourageants, parce qu'il y a quand même une reprise là qui est en train de s'amorcer. Donc la baisse des taux, la légère baisse des taux a fait du bien. Sur les octrois de crédit à l'habitat, chaque banque est à peu près entre 25 et 30% de hausse par rapport à l'an dernier, qui était une mauvaise année. Mais ça reste une hausse par rapport à l'an dernier. Donc ça n'a pas d'impact direct sur le monde de la construction, parce que ce n'est pas que du neuf. Pré-habitat, ça peut être évidemment de l'ancien aussi. Mais en tout cas, les primo-accédants et les couples, les ménages arrivent à réinvestir, reprennent la décision d'investissement. Donc, continuons la baisse des taux. Un marché qui peut, du coup, se dérider va reprovoquer des investissements, mais ça se fera. Il y a une métaphore que j'utilise assez souvent, c'est l'image de l'escargot. Vous avez un escargot qui est tout mignon. Il vient de se prendre un coup sur la tête, il rentre dans sa coquille, et avant qu'il ressorte, il va se passer du temps, puis il va sortir millimètre par millimètre de sa coquille. Et c'est un peu cette métaphore, l'analyse économique que je peux faire sur pas mal de secteurs, c'est que il faut que cet escargot ressorte tout doucement, et ça vient par des petits rictus qui sont positifs. Il faut s'accrocher dessus, et puis il faut gérer les rictus plus négatifs. Et en ce moment, c'est vrai notamment en géopolitique, il y a quelques sujets qui ne sont pas rassurants, mais on voit beaucoup de dirigeants qui sont aussi dans leur business à gérer les opportunités, et quand il y a une opportunité à prendre, ils la prennent. J'ai envie de dire, peu importe le statut géopolitique qu'on est en train de vivre. C'est ça. Ils la prennent, et donc justement, nous, c'est là où on intervient aussi. Vous prenez une nouvelle opportunité, un nouveau marché, des nouveaux types de clients potentiellement. Sécurisez-vous, faites gaffe, est-ce que vous connaissez les pratiques de ces clients-là ou pas ? Et donc justement, on va rentrer dans le vif de notre sujet, parce que quand on commence à faire une prestation, service, construction, enfin peu importe le domaine d'activité, à partir du moment où on se dit banco avec un client, on va travailler ensemble, on rentre dans le cycle d'exploitation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le cycle d'exploitation ? On va utiliser plein de gros mots là. Cycle d'exploitation, voilà, de façon hyper simple, pour que les gens puissent vraiment comprendre c'est quoi le cycle d'exploitation, pour qu'on puisse bien avoir conscience ensuite de que ça représente de l'argent, et après comment ça se finance et les solutions qu'on peut avoir. Le premier point avant d'aller sur l'espèce de définition, c'est vraiment du coup de ne pas confondre rentabilité et trésorerie. On peut déposer le bilan parce qu'on est en étant rentable, parce qu'on n'a pas de trésorerie. Et c'est là où le cycle d'exploitation est hyper important à comprendre. Le cycle d'exploitation, c'est quoi ? Tout simplement, c'est le point de départ. On va prendre un fabricant de pain. Il faut qu'il achète sa farine, il faut qu'il paye ses salariés, il faut qu'il paye l'électricité pour faire tourner le four. Donc, il n'a pas encore vendu une baguette, il a dépensé de l'argent auprès de ses fournisseurs, il a stocké.
Et après, derrière, une fois, alors le boulanger, pour le coup, c'est un exemple plutôt bon pour l'encaissement parce qu'il va être payé tout de suite. Donc, il n'a pas de délai client. Mais son cycle d'exploitation, c'est déjà le poste fournisseur, le poste stock. Et heureusement, lui, il est payé tout de suite. Une industrie, on rajoute le délai de paiement du client. Donc, ces 3 composantes constituent le cycle d'exploitation, c'est-à-dire le moment où je commence à produire jusqu'à l'encaissement de la facture, l'encaissement de la vente. Exactement. Donc ça, c'est le cycle d'exploitation qui est donc intimement lié avec le BFR, le besoin en fonds de roulement. Le BFR, ça va être les niveaux de trésorerie nécessaires pour gérer ces 3 postes. Alors, on pourrait rajouter les autres créances, etc., mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais les 3 postes à retenir, c'est le poste fournisseur, le poste stock et le poste client. Et la variation de ces 3 postes fait votre besoin en fonds de roulement ou pas. Il y a quelques métiers qui ont des besoins en fonds de roulement négatifs. Mais beaucoup de métiers, malheureusement, ont un besoin en fonds de roulement, donc ont besoin de cash nécessaire pour tenir, alors qu'ils peuvent avoir margé tant qu'ils veulent, entre guillemets. Si le BFR n'est pas maîtrisé, ils peuvent avoir des sujets de trésorerie. Exactement. On marge beaucoup et on a beaucoup de clients, mais on doit payer ses fournisseurs tout de suite parce que c'est soit la politique du fournisseur, soit on a envie de se positionner comme je suis très réactif dans mes livraisons, etc. Donc, je paye entre guillemets au cul du camion pour être sûr d'être livré tout de suite. Et mon client, lui, est un grand groupe ou j'en sais rien et me paye avec beaucoup de délai. Forcément. Ce que tu dis est très bien parce que ça permet. Le premier boulot, c'est de faire le diagnostic sur ces 3 postes de comment je peux agir sur mon BFR, sur ce fameux BFR. Donc, il faut prendre un peu de hauteur, reprendre la position du pilote et de se dire, OK, le poste fournisseur, je fais quoi? Je veux améliorer ma trésorerie. Si je veux améliorer ma trésorerie, il va falloir négocier des délais de paiement auprès des fournisseurs, ce qui va automatiquement avoir des impacts positifs pour le faire. Il y a même des outils bancaires, on va commencer la liste des outils bancaires, où on peut du coup voir sa banque et financer, payer le fournisseur sans être décaissé. C'est la banque qui supporte un délai supplémentaire. Donc, ça améliore la trésorerie parce que vous avez payé et c'est la banque qui fait le relais avant d'être décaissé définitivement. Donc, on réfléchit sur son poste fournisseur. Quels sont nos moyens d'action? Est-ce que je suis en position dominante ou pas? La même réflexion sur les stocks. Comment est composé mon stock? Et ça, c'est des sujets dans les défaillances. Il y a le poste client, le stock, on l'a vu avec la crise matière. Crise matière, beaucoup de surstockage pour ne pas être en pénurie. Et selon du coup, la qualité du stock et en tout cas son cours, on a eu des sociétés qui ont été vraiment fragilisées parce qu'ils ont acheté au plus haut. Tout de suite, le marché est revenu à des cours normaux et ils avaient un stock faramineux où ils ne pouvaient pas l'écouler à des prix normaux pour gagner de l'argent pour le coup. Donc là, ça a été compliqué parce que ça pesait lourd en trésorerie et on ne pouvait même pas le revendre au bon prix. Donc le stock, là, le moyen d'action, c'est de savoir est-ce que je me mets en risque ou pas. En tout cas, comment je le pilote pour le réduire le plus possible en fonction du métier. Parce qu'il y a des moments où il y a des métiers où il faut avoir un stock disponible. L'optimiser, en fait. Donc il faut l'optimiser, faire des choix. Le mot du banquier, c'est un outil d'actif sur lequel nous, on peut prendre une garantie. C'est souvent oublié. On peut avoir des lignes de crédit de trésorerie, de découvert ou autres. Et si la situation va moins bien, on peut, pour maintenir ou augmenter, aller chercher ce type de garantie sur stock, ce qui va du coup nous rassurer parce qu'on aura un actif à appréhender s'il y avait un problème. Donc, et le dernier qui nous concerne particulièrement, c'est le poste client, parce que là, c'est là où il y a le plus d'outils autour pour pouvoir gérer ce poste client. Donc, pareil que pour les fournisseurs, on se dit, bon, c'est quoi ma politique? Est-ce que je suis restrictif avec mes clients à accorder quasi 0 délai? Est-ce que sur les grands comptes, je suis obligé de céder, mais comment je fais pour le financer? Donc là, il faut se dire, voilà, c'est quoi ma position dans le marché pour pouvoir être exigeant ou pas? Une fois qu'on a fait ce diagnostic, en effet, il faut lister les outils nécessaires. Et sur le poste client, il y en a 2 principaux. C'est le DAI et le Factor, qui sont 2 outils différents. Premier critère, c'est si jamais vous avez des situations de travaux, donc on reparle du BTP, ou des situations à l'avancement, le Factor, c'est pas pour vous, vous ne serez pas éligible, ça sera que du DAI. Donc ça, c'est un peu l'exception métier. Mais sinon, la question à se poser entre les 2 outils, c'est de se dire, est-ce que j'ai un besoin conjoncturel? Donc, parce que j'ai une saisonnalité qui est un peu forte, parce que j'ai eu un pépin, un impayé, il faut le gérer. Voilà, c'est conjoncturel, quelques semaines, quelques mois. Là, c'est plus le DAI qui sera le bon outil. Et par contre, si vous avez un besoin plus structurel, plus long terme, ça sera le Facto qui sera le meilleur outil, parce qu'on va gérer plus dans la longueur le sujet de trésorerie, ça sera plus efficace dans le long terme. Ok. Tu peux nous expliquer du coup la différence?
Ouais. entre le DAI et le facto pour qu'on puisse sûr. bien comprendre les subtilités. Alors, le DAI, vous n'êtes pas obligé de céder. C'est vous qui choisissez si vous cédez la facture ou pas. Il n'y a pas un contrat dès le départ qui vous oblige à céder quoi que ce soit. Donc, c'est au coup par coup, d'où le côté conjoncturel. Derrière, on prend la facture, on la finance sous 48 heures, comme le facto. La grosse différence avec le facto, c'est qu'il n'y a pas d'assurance incluse. Ok. Voilà, donc on peut gérer le recouvrement, vous pouvez gérer le recouvrement, c'est vous qui décidez. Le facto, on va dès le départ se dire, ces clients, on les liste. C'est pas forcément tous les clients. Hein. Idée reçue, souvent on se dit, il faut tout remettre. Non, vous pouvez remettre que certains clients, bon, pas que les mauvais payeurs. De toute façon, vous ne prenez pas. Mais on se met d'accord sur une liste. Voilà. On se met d'accord sur une liste. Et là, vous vous engagez pour un an à les céder. Mais il faut bien distinguer la cession de la facture, c'est-à-dire que vous transférez le droit de propriété, et le financement. C'est parce que vous avez cédé juridiquement que vous avez à la financer. Je reprends la période des PGE. Tous les clients qui étaient en facteur cédaient leur facture sans les financer. Parce qu'ils avaient la trésorerie grâce au PGE. Et de ne pas la financer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne déclenchez pas la facturation des agios. Okay. Vous avez la commission de gestion de la facture qui, pour le coup, a payé. Mais la commission, ça qui fait le plus mal, c'est le financement, le rebord, le fameux rebord 3 mois plus quelque chose. C'est souvent autour de 1,5, bon, ça dépend des dossiers. Rebord 3 mois plus 1,5. Et ça, vous n'avez pas le payer si vous n'avez pas de preuve de trésorerie. Donc c'est aussi quand même de la souplesse. C'est-à-dire qu'au moment où vous n'avez pas besoin de trésorerie, oui, vous cédez, mais vous n'êtes pas obligé de financer. Voilà les grosses distinctions entre le DAI et le facteur. Donc DAI conjoncturel, facteur structurel. Et la grosse différence, parce que la facturation, pour le coup, n'est pas la même, parce que sur le facteur, on rajoute l'assurance du poste client. C'est-à-dire que le DAI n'assurera pas un impayé, le facteur vous assurera d'un impayé. Ok. Et c'est quoi les conditions pour pouvoir recourir à ça? Parce que toutes les entreprises peuvent y avoir accès. Est-ce qu'une toute petite entreprise peut avoir accès à ces solutions-là? Est-ce qu'il faut avoir une taille minimale? Est-ce que c'est fait pour tous les typologies de clients finaux? Tu vois, par exemple, moi, si je travaille avec des particuliers, est-ce que je peux faire appel à ces solutions-là ou pas? Ou est-ce qu'il faut bosser avec des pros? Et est-ce qu'il y a d'autres conditions en termes de, notamment, justement, tu parlais de le facteur assure. Est-ce qu'il assure tout le monde? Tu vois? Ok. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre, mais... Ouais. Alors, ma première question, c'est est-ce que c'est fait pour est-ce que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent avoir recours à ces solutions? Et tu as répondu à la question parce qu'en effet, dès qu'on est en B2C, ça ne fonctionne pas. Ce poste client, je reprends mon exemple du boulanger. Il est en B2C, là, le délai de paiement n'existe pas, donc il n'y a pas de facture sur laquelle s'appuyer. Ça serait, même si ça existait, ça serait inefficace puisque le délai de paiement n'existe pas. Donc en B2C, ce ne sont pas des bons outils. On peut évoquer en B2C, on va pouvoir travailler des crédits de trésorerie, on va pouvoir travailler le découvert. Le découvert, entre parenthèses, c'est un outil qu'on n'aime pas, tout le monde s'en rend un peu compte, parce qu'on ne sait pas ce qu'on finance. Donc on peut financer des pertes, on peut financer je ne sais quoi. On n'est pas du tout, on touche pas le sujet, l'objet. C'est pas causé, on appelle ça. Donc c'est-à-dire on n'a pas l'objet sur un découvert. Donc il faut être en B2B. Premier critère. Après, il faut voir les sujets d'exclusion, c'est quand vous avez trop de sous-traitance. Il faut que la création de valeur de l'entreprise soit faite par l'entreprise. Si vous sous-traitez 80% du chiffre d'affaires, vous ne serez pas éligible parce qu'on n'aura pas la maîtrise de qui fabrique les choses. Hyper important ça. C'est hyper important parce que c'est des fois le cas. Bon, on est quand même sur un pays en France où on crée de la valeur, on a un savoir-faire, donc c'est pas très souvent excluant, mais c'est à avoir en tête. Il y en a de plus en plus. Je trouve qu'ils font appel à de la sous-traitance. C'est un bon moyen de pilotage, ça permet de variabiliser des charges. Donc, c'est pas parce qu'on fait de la sous-traitance qu'on n'est pas éligible, mais si on a... voilà, ça dépend des métiers, donc je ne vais pas vous donner un chiffre, mais la question qu'on se pose, c'est qui crée la valeur? Pareil, si la création de valeur, elle est faite en entreprise, mais avec un taux de sous-traitance très fort, mais sur des sujets, on va dire, annexes, où il n'y a pas de création de valeur, si la valeur ajoutée du produit est faite par l'entreprise, ça nous ira. Mais voilà, il faut faire attention, mais il faut voir son banquier. Ah oui, complètement. Il vous dira, et puis après, on va chercher peut-être encore d'autres solutions, mais c'est les deux facteurs, on va dire, que je vois qui peuvent être le plus pénalisants. Après, sur un poste client qui peut être de plus ou moins bonne qualité, ça va pas être si discriminant que ça, mais ça va jouer sur le coût. Oui. Donc évidemment, plus vous avez des clients de grands comptes, très solvables, plus vous serez en position de négocier à des tarifs très compétitifs.
Et inversement, ça aura évidemment un coût supérieur. Autre sujet aussi, c'est la taille des factures, qui peut avoir un impact sur le coût. Plus vous avez de petites factures, plus la commission de traitement par facture peut faire mal. C'est-à-dire que donc, la facture elle fasse 500 € ou elle fasse 15 000 €, il faut la traiter. Donc voilà, donc un client qui a beaucoup de petites factures, qui ne fait pas encore 10 millions de chiffre d'affaires, ouais, ça va lui coûter un peu plus cher parce qu'il faut traiter cette facture. Après, je prends l'exemple d'un client à moi qui est en capacité d'arrêter son facteur et il ne l'arrête pas aujourd'hui parce qu'il me dit si je dois arrêter le facteur, je dois embaucher une comptable en plus. Ouais, c'est clair. Donc, je reviens sur le coût de la traitement de la facture. C'est exactement ce que me dit mon client. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est le client qui me fait part que le travail fait par le facto, aujourd'hui, c'est un ETP dans sa boîte. Ouais, donc, ça a un coût, oui. Donc, ça, c'est les variables d'ajustement. Par rapport à la taille de l'entreprise, pas de critères. Vous êtes en création, on équipe des startups qui commencent à faire du chiffre d'affaires. On les équipe en DAI ou en factor pour commencer à financer les premières factures. Et c'est d'ailleurs, dans les critères d'utilisation de ces outils-là, il y a 3 phases pour moi importantes. C'est la croissance interne, donc le début du chiffre d'affaires ou des phases de croissance fortes du chiffre d'affaires, parce que vous allez augmenter vos besoins de trésorerie avec le BFR. Le poste client va augmenter, le poste fournisseur va augmenter, le stock va augmenter. Donc, vous allez avoir besoin de plus de trésorerie en grossissant. Donc ça, brancher le poste client, c'est quoi ça ? Brancher le poste client dans ces périodes-là est important. La période de croissance externe, parce que la croissance externe, c'est un exercice difficile. Il faut arriver à mettre toutes les chances de son côté. Et donc, typiquement, un fonds d'investissement qui reprend une boîte pour en acheter une autre, premier truc qu'il fait, même s'il n'en a pas besoin, il branche le poste client. Je vais reprendre aussi un exemple que j'aime bien citer. Ce qui me revient en tête, c'était chez un transporteur. On essayait de convaincre le client de brancher son poste client. Il avait quelques sujets de trésorerie, une croissance assez importante. Donc, dans l'exemple qui a fait mouche, c'est que, surtout pour un transporteur, c'est qu'on lui a expliqué d'imaginer son parking. On était dans son bureau, il y avait un parking qui était vide parce que les camions étaient sur la route. Et un transporteur, s'il voit son parking plein, il sait que les camions ne sont pas sur la route, donc il perd de l'argent. Et on lui a dit, en fait, il faut imaginer dans votre parking, un parking rempli de camions, à l'arrêt. Et il ne comprend pas tout de suite, etc. Et pourquoi ? Parce que regardez votre poste client. Vous avez vos camions, ça faisait 5 millions d'euros de camions. Il avait un poste client de 2,5 millions d'euros. Vous avez la moitié de votre parking qui dort, en fait. Parce que dans votre actif, pour faire tourner la boîte, il a besoin de ses camions, il a besoin de ses brevets s'il en a, il a besoin du stock, etc. Et il a besoin du poste client. C'est un actif. Ouais. Et cet actif, il dort dans les sociétés. Et là, ça l'a fait réagir parce que du coup, de faire le parallèle entre un actif corporel qui n'est pas utilisé et un actif incorporel qui est la facture qui n'est pas utilisée, là, il a compris. Ouais. Et aujourd'hui, tous les grands groupes ont bien compris cette gymnastique, ce qui fait que plus la boîte est importante, plus la boîte se branche sur le poste client. J'aime bien cette image de brancher, surtout à des étapes clés. Quand on commence, quand on vient... souvent, je l'en parle, moi, sur des entreprises qui pivotent, qui vont prendre un nouvel type de clientèle, parce qu'après aussi, c'est important d'avoir des process qui soient bien huilés, parce que si on n'a aucun process, aucun cadre juridique, on n'a pas du tout acté ses missions, etc., c'est pas très rassurant non plus pour l'organisme qu'on va aller voir. Donc déjà, c'est structurer bien vos process, vos cadres juridiques, etc., pour que si jamais il y a un sujet après de délai de paiement, de recouvrement ou quoi, vous soyez outillés pour pouvoir répondre et vous défendre. Donc c'est déjà une première chose. Et ensuite de se dire, vous allez aller sur un nouveau type de clientèle avec des délais plus longs, prenez du factor. Et donc souvent, ils me disent, ah oui, mais du coup, ça va coûter de l'argent. Oui, mais ça coûtera pas plus, voire moins, qu'une personne à temps plein ou qui travaille là-dedans sur un type de clientèle qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas, avec des nouveaux process que du coup, elle n'a pas eu le temps encore de se faire la main, avec des nouveaux clients où on n'a pas envie de se froisser avec eux. Donc en fait, on n'assume pas trop. Enfin, voilà, c'est ça plus met cher, un peu de oui, flou, ça a un coût, mais par rapport à quoi ? Et c'est ce que tu évoques. C'est-à-dire que combien vous coûte aujourd'hui le traitement d'une facture et ses relances ? Et s'il y en a payé, comment on fait ? Exactement. Donc voilà, c'est un coût par rapport à quoi ? Et très rapidement, je vous ai cité l'exemple de TP en plus. Et après, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué, qui est un peu magique. Et je pèse mes mots dans le facteur. On aime bien la magie. C'est que le facto, pour le coup, plus que le DAI. Mais le DAI est un bon outil, mais vous l'avez compris, c'est plus conjoncturel, c'est moins structurel. Le facto est un très bon outil, et c'est quoi qui est magique ? Il faut avoir une certaine taille d'entreprise.
on va dire à minima 10 millions de chiffre d'affaires et au-delà, ou moins, on peut avoir 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec un très bon poste client, pour le coup. Et là, on peut basculer sur des contrats dits confidentiels, qui ont plusieurs avantages. Donc, comme son nom l'indique, les clients, du coup, sont plus notifiés, donc sont plus au courant, donc il n'y a plus de risque commercial de se dire « Ah tiens, il a des difficultés, ah tiens, je ne sais pas quoi ». Donc, confidentialité et surtout déplafonnement. C'est-à-dire que, je caricature, vous faites x2 sur votre chiffre d'affaires, il faut accompagner votre poste client qui va faire x2, vous aurez des besoins de trésorerie énormes, ça ne posera aucun problème au facteur, ni au banquier. Pour bien imaginer les choses, moi, quand je branche un client au facteur, je n'ai pas de ligne de crédit à monter. Je ne passe pas en comité. C'est la filiale qui porte son risque en analysant quasi exclusivement le poste client. Elle analyse beaucoup moins le risque corporate, le risque entreprise, que moi, je dois analyser si je fais un découvert, etc. Et je vais de toute façon très rapidement limiter en montant. Un découvert, on ne va pas financer la croissance exponentielle d'une société sur le découvert. Ça coûtera très cher pour le coup, parce que vu qu'on ne sait pas ce qu'on finance, on le fait payer. Et derrière, ça a tout de suite des limites où on va comparer ça au fonds propres, on va comparer ça à la taille du bilan, et ça aura des limites dans la gestion de la croissance. Le facteur, c'est tout l'inverse. Il y a un exemple que j'aime bien citer, qui répond un peu à tous ces cas de figure. C'était un client qui s'est créé maintenant, ça date un peu de 2005, de création 2005. Dès le départ, grosse croissance, c'était dans les articles de périculture. Ça cartonne, grosse croissance interne. Il a branché son poste client. Il a fait un palier de chiffre d'affaires. La rentabilité a compensé les besoins de trésorerie. Il a débranché. Étape d'après, de nouveau grosse croissance interne sur des développements de gamme. Il a fait rentrer du haut de bilan, ça veut dire qu'il a fait rentrer des fonds propres pour être plus solide. Et derrière, il a rebranché au facteur. Donc, il se donne toutes les chances de réussir les phases de croissance de l'entreprise. Une fois que ce palier a été de nouveau atteint, il a sorti le haut de bilan par un LBO et il a débranché le facteur. Croissance externe qui arrive 3 ans plus tard, grosse croissance externe, prise de risque. Croissance externe, c'est quoi qu'il arrive une prise de risque. Qu'est-ce qu'il a fait? Des fonds propres, du haut de bilan, et il a rebranché le facteur. Il a digéré la croissance externe qui n'était pas facile et où il y a eu des surprises, où les outils mis en place ont bien servi. Il a pu trouver la trésorerie nécessaire. Il n'a pas été chercher un crédit de trésorerie en pompier, etc. parce qu'il avait déjà les outils nécessaires pour gérer cette situation. Une fois que ça a été géré, devinez quoi? Il a fait un LBO pour sortir le haut bilan. Il a débranché le facteur. Donc ça, c'est un bon exemple de pilotage où on se donne les capacités de gérer la situation en se donnant toutes les chances. Et on ne se dit pas, si j'ai un problème, je ferai ci, je ferai ça. Non, il faut arriver à tout de suite se donner moyen de gérer sa trésorerie correctement. Et donc, quand on a un poste client qui dort, c'est évidemment la première source de recherche de trésorerie. On a, comme tu l'évoquais, on a beaucoup de situations où ça se tend selon les secteurs. Premier coup de fil du dirigeant, c'est « j'ai besoin d'un découvert ». Et en grattant 30 secondes, on arrive tout de suite à des solutions très efficaces sur le poste client. Non, mais c'est un levier. Et tu vois, il y a deux, trois trucs qui m'interpellent dans ce que tu as dit déjà au tout-début en disant le poste client, quand on parle des composantes du BFR, c'est celui sur lequel on a le plus de solutions. Et pourtant, c'est celui qui est responsable du plus de défaillances. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une méconnaissance des outils qui existent, parce que c'est des outils, là tu nous donnes des exemples aussi sur des plus grosses boîtes, parce que c'est ton portefeuille aussi qui veut ça, mais c'est des outils qui s'adaptent et qui sont possibles sur des petites entreprises. Et ça, les dirigeants, ils en ont pas forcément conscience, ils savent pas, alors soit ils sont pas conseillés, soit ils sont pas curieux. Et comme tu l'évoquais à l'introduction, des fois il y a toujours cette peur du banquier. Oui, c'est ça. Donc j'ai un problème de trésorerie, que va penser le banquier, etc. Dans les exemples plus négatifs, j'ai en tête un client dans le BTP où c'était complètement ça. Il avait une phobie des créanciers, banquier inclus du coup. On a été au courant très très tard des difficultés. Ce qui fait que le jour où on a été au courant, on avait encore 2-3 pistes à creuser, mais le coup était parti. Le mandataire social pour le mandat ad hoc était déjà désigné, etc. Alors qu'il y avait des solutions, la solution à laquelle je pense, qui n'est pas sur le poste client, mais qui était un prêt de renforcement de trésorerie. Le but du jeu, c'était, il y a un confrère qui voulait partir. Et on aurait pu le garder avec nous dans le pool bancaire pour ne pas faire d'effet domino, en disant, au lieu de partir comme ça en 60 jours, parce que autre point faible du découvert, c'est qu'un découvert, vous pensez que vous l'avez, le banquier, au bout de 60 jours, il peut vous le retirer. C'est terminé, quoi. Donc 60 jours dans votre pilotage d'entreprise,
Voilà, donc, et 60 jours, ça arrive quand ? C'est quand il y a des situations de perte qui s'accumulent, etc. Où, oui, ça peut arriver. Donc c'est très fragile, en plus que moyen de pilotage. Donc parenthèse refermée là-dessus, donc un confrère veut partir. Et là, on aurait pu utiliser le prêt de renforcement de trésorerie. Donc ça, c'est un autre outil à retenir qui est fait en collaboration avec BPI. C'est l'outil qui existait pour les subprimes, le RTPME. C'était l'outil des subprimes. Si ce n'était pas le PGE, c'était le RTPME. Le RTPME existe toujours. Et le but du jeu, c'est de dire, banquier, tu veux partir ? Non, reste. On va étaler sur 3 ans, 4 ans, 5 ans le découvert ou le besoin. Donc, ce qui permettra à l'entreprise de ne pas être en difficulté au bout de 60 jours si c'est parti. Et cet outil, on aurait pu l'utiliser, convaincre. Il y avait 3 banques, on était 2 OK pour le faire. La 3e, trop tard, elle avait déjà shooté. Et malheureusement, il est parti en redressement judiciaire. Ouais, mais oui, parce que à 15 jours près, on avait des solutions pour assurer le confrère, une solution pérenne pour ce client, auquel on aurait directement couplé évidemment le financement du poste client, avec de la DAI, vu que c'était du BTP. Et ça n'a pas été fait par la peur, en effet. Par la peur, on en voit beaucoup aussi qui sont un peu dans le déni, c'est-à-dire que sentent bien que ça se tend. Il y a plein de signaux faibles, en fait. Il y a plein de signaux faibles, ils ne les écoutent pas, ou ils se disent « Ah, c'est rien, ça va passer, non mais ça va le faire et tout ». Puis en fait, on est un petit feu là, un petit feu là, un petit feu là, et en fait, au bout d'un moment, ça devient vraiment compliqué. Et le moment où ils agissent, c'est le moment où souvent c'est trop tard, alors que dès le premier signal, là, tout de suite, on se dit « Ah là, il y a un truc, c'est pas normal », ou « Ça m'inquiète un peu », et on prend conseil. On va voir, on pose des questions. Au pire, on sera rassuré en disant « Bah non, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est pas grave, et ok ». Ou alors, oui, ok, là, il y a peut-être quelque chose à faire, ou il y a peut-être même une opportunité, et on peut découvrir des nouvelles solutions qu'on ne connaissait pas ou auxquelles on ne pensait pas, quoi. C'est extrêmement vrai. Et donc là-dessus, il ne faut vraiment pas, faut pas avoir peur, pour le coup. J'ai un autre exemple qui vient en tête où c'est exactement ce qui s'est passé, des gros sujets de prod, de qualité de production. Le client aurait pu faire l'autruche, il ne l'a pas fait. Réunion de crise. Donc au début, oui, ça nous a inquiété. On se dit, oh là, réunion de crise, qu'est-ce qui se passe, etc. Il a été hyper transparent. Il fait, mon sujet, c'est les qualités. Du coup, je ne peux pas livrer mes clients. Voilà, c'est quoi les solutions ? Et du coup, on a tous brainstormé, comptable, juridique, financier. À la même réunion, chacun a lancé les idées. On est ressorti au moins 4 pistes de sujets. Et c'est en une qui a été utilisée. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'était du reverse factoring, c'est-à-dire que c'était son client américain qui lui a proposé de faire le financement de sa facture. Donc, on en revient sur ce poste client parce que ça a été la solution. Et ça s'est très bien géré. Il a géré son problème de qualité. Et nous, on ressort de cette réunion en disant on a un lien de confiance très fort avec ce client parce qu'il nous dit la vérité. Et quand il y a un sujet, on peut réfléchir ensemble à des solutions. Donc, demain, il nous refait une réunion de crise en disant j'ai un sujet. On va y aller déjà sereinement et on trouvera des solutions. À l'inverse, il nous aurait caché, il aurait mis tout ça sous le tapis. Le lien de confiance ne se crée pas. Et quand il faut faire une réunion de crise alors qu'on est beaucoup trop tard, qu'il n'y a plus de trésorerie, qu'il n'y a plus rien, ça sera beaucoup plus difficile, ça c'est sûr. Ouais, c'est plus compliqué. C'est là où on voit aussi le côté commercial de ton métier. C'est le côté commercial, c'est le côté gestion du risque. On en revient sur l'introduction d'où vient l'argent. Et puis alors, j'ai plus les termes en latin, mais faire crédit, c'est faire confiance. Oui. Et c'est la base de notre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça ne matche pas avec le dirigeant, on peut avoir la meilleure boutique, le meilleur apport, le meilleur tout ce qu'on veut. Ça ne matche pas, on ne fera pas. Ouais, mais ça, c'est important de bien le souligner, parce que ce n'est pas que des chiffres. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, il faut aller créer du lien, il faut que le banquier aussi comprenne les motivations du dirigeant, qu'est-ce qu'il y a derrière, son projet. Enfin, je pense que c'est important. Et il faut même être exigeant avec son banquier, parce que s'il ne vient pas assez souvent vous voir, c'est un tort de sa part. Et il faut à minima qu'il vous voit 2 fois par an physiquement. Oui, c'est vrai. Il y a un dernier truc que tu as dit qui m'avait interpellée, dont je ne t'ai pas interrompu pour te laisser dérouler, mais tu m'as dit sur le côté confidentiel, en disant comme ça, les clients ne sont pas au courant qu'il y a du facteur, etc. Sauf qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de honte, c'est-à-dire que toutes les grosses entreprises, les grands groupes, toutes les entreprises qui marchent hyper bien font toutes de la facturage. Donc c'est bien que c'est un outil même de bonne gestion. Et donc presque, en fait, si le client en face se dit « Oh là là, il prend le facturage, il doit avoir des problèmes », peut-être c'est lui qui n'a rien compris. Ça fait plaisir à entendre. Selon les secteurs, cette image négative du facteur est des fois résiliente. On se remet 20 ans en arrière, c'était exactement ça. C'est-à-dire ceux qui se mettaient sous facteur, c'était l'antichambre de la mort.
Clairement. Hein. Et c'est vrai que l'évolution, vu que le monde économique a bien compris que les banquiers étaient très détendus à faire de l'octroi de crédit sur ce type de financement, déplafonné, avec un vrai service, une assurance, etc. Aujourd'hui, le facteur pèse plus, c'est équivalent, mais un peu plus que le découvert. Oui, ce que tu m'avais montré d'ailleurs en schéma, c'est assez parlant, quoi. Voilà, donc en effet, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé. Et aujourd'hui, le facteur, c'est même celui qui ne fait pas en phase de croissance, en phase de LBO, croissance externe ou interne. Excusez-moi, mais c'est limite une faute de gestion. Bah oui. Et c'est un peu ce que tu dis. Donc l'image négative du facteur, c'est dilué, mais il y a des secteurs où c'est encore un peu résilient. Mais on le voit beaucoup moins. Donc la confidentialité, c'est un atout selon le secteur. Mais c'est lié aussi au financement, parce que du coup, si on rentre dans la technique, on ne va pas piquer une facture par une facture, on va prendre la balance client. On va financer la balance client. Et vu qu'on ne va plus faire de picking, on ne va pas écrire à tout le monde. Donc ça veut dire que par un contrat confidentiel, on a aussi une simplicité de gestion où c'est la balance qui est envoyée au facteur et pas facture par facture. Mais là, du coup, c'est pas c'est confidentiel, non pas pour pas informer les clients, c'est confidentiel aussi par simplicité pour vous. Voilà, c'est les deux. C'est les deux, et puis ça peut arranger le fait que ce soit confidentiel. Mais ce que j'aime à dire aussi, c'est que le CAC 40 est sous facteur. Bah, bien sûr. Mais bien sûr. C'est un actif qui est utilisé. Un trésorier d'une boîte du CAC 40 serait en faute de gestion de ne pas utiliser un actif. Et donc, le poste client étant en actif, il l'utilise. Il l'utilise complètement, mais c'est hyper intéressant de le voir de cette façon-là, parce que ça fait, entre ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont des énormes idées reçues là-dessus. Et il y a un dernier point aussi, c'est qu'en fait, une croissance de boîte, oui, ça coûte de l'argent. En fait, il faut investir pour sa croissance, et investir pour avoir de la trésor et une trésor solide. Ça fait partie des investissements à faire pour sa croissance. On fait du marketing, on fait de la communication, on investit dans du matériel, dans tout ce qu'on veut. Et puis le retour sur investissement peut prendre du retard. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Hein, donc, il faut gérer ces décalages de trésorerie. Ça fait partie, en fait, des choses auxquelles il faut penser. Et oui, ça va... C'est fou de devoir payer pour être payé. Enfin, pour être payé, entre guillemets, c'est un peu ce qu'on nous dit aussi en recouvrement. Mais des fois, j'ai envie de dire, bah oui, mais en fait, ça s'anticipait. C'était avant qu'il fallait y penser sur tout le process client, avec aussi ses solutions, se structurer. Et oui, ça coûte de l'argent, mais c'est un investissement à faire pour sa croissance. Et je pense que c'est vraiment avec du service et des garanties. Exactement. Et encore une fois, pour essayer de planter le clou sur ces outils, je faisais part de la faiblesse du découvert par rapport à un préavis de 60 jours et hop, vous n'avez plus rien. Le facteur a la même règle. Alors, c'est le DAI a la même règle. Le facteur, c'est les contrats annuels. Mais peu importe ce que je vais dire, et c'est la réalité du terrain, qu'on soit en mandat, en conciliation ou en redressement judiciaire ou en sauvegarde, les contrats, ils restent. Hein. Ah, ça, c'est fou aussi, parce que quand on commence à être en défaillance... Il n'y a personne qui dénonce, à moins qu'il y ait de la malversation ou autre, mais des difficultés économiques arrivent à des situations de redressement judiciaire, le facteur continue à financer les factures. Donc, il est propriétaire de la facture. Donc, tant que les factures, la prestation est délivrée, la facture doit être payée. Le facteur, en RJ, reste. Voilà un bon ami qui reste même quand ça va pas bien. C'est ça. Non, mais c'est ça. Je te propose de finir là-dessus. Je pense que c'est une belle conclusion. Et puis aussi, voilà, qui montre qu'il y a des vraies solutions. Ne pas avoir peur d'aller voir son banquier, anticiper. Prendre de la hauteur, ouais, c'est ça. Ce qu'on disait sur le diagnostic, quels sont mes moyens d'action, ne pas se priver des outils pour pouvoir dormir tranquille. Hein. On a échangé aussi du coup la charge mentale du dirigeant. Hein. Moi, ma position de banquier, elle est facile. Hein. Moi, j'ai un salaire, j'ai pas pris le risque d'un investisseur. Donc la position d'un dirigeant, elle est tout sauf confortable. Et les sujets de charge mentale sont des sujets nationaux globalement en France, mais sur les dirigeants, on le voit particulièrement, notamment dans notre position. Et aujourd'hui, de se priver de cette trésorerie, c'est se rajouter des contraintes. Donc il faut faire attention à soi. Et c'est on est là pour ça aussi. Hein. Il faut lutter contre le syndrome Atlas. Le syndrome Atlas. C'est copyright. C'est Atlas qui tient la voûte céleste à lui tout seul. Et chez beaucoup de dirigeants, on a ce syndrome où, notamment quand ça part en vrille, des sujets de trésorerie, des sujets d'impayés, des sujets de commerce, etc. On va tout faire, on veut être bon partout, on veut tenir la voûte céleste. Et c'est là où des fois on voit Atlas qui s'effondre un peu. Ouais, ça a vraiment donc il faut, quand je dis qu'il faut dormir tranquille, c'est là-dessus que je veux amener. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui existent, c'est du pilotage. Prenez de la hauteur, n'oubliez pas de piloter votre société et prenez les outils
tant que vous pouvez pour arriver à vos fins. Complètement. Donc le banquier est même l'ami de notre charge mentale. C'est trop bien comme, comme conclusion et comme On peut dire fin, que le banquier est votre ami. C'est ça, votre banquier est votre ami. Je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange et pour avoir vraiment démystifié un peu tout ce sujet, montrer qu'il y a vraiment des solutions qui existent. Enfin, voilà, ça peut redonner de l'espoir. Je pense qu'on sera écouté notamment par des personnes du coin, hein, parce que tu as un bel ancrage local. Donc j'espère que d'autres personnes qui te croisent ou te voient dans des événements aussi comprendront un petit peu plus aussi une des facettes de ton métier et la façon dont tu l'abordes, parce que c'est quelque chose que j'apprécie moi aussi, cette vision vraiment d'amis du chef d'entreprise. Du coup, c'est chouette. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. On te retrouve au CIC, hein, du coup. Au CIC, à Grenoble. Dans les différents événements, aussi locaux. On sait que tu es très impliqué dans l'écosystème local. Merci. Il faut faire vivre le territoire. Ouais. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, je déborde un peu, non, c'est pas mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faire le métier de banquier, si vous voulez, avant, on se levait pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, qui se lève dans les banques pour gagner de l'argent ? C'est d'autant plus dans notre au CIC, on n'a pas de variable, on n'est pas en bourse, etc. Donc, évidemment, c'est un prérequis. Il faut qu'une banque soit rentable pour être solide. Mais ce qui nous fait lever le matin, c'est ce territoire. Ce qui me fait penser à tout ça, c'est quand tu me dis dans l'écosystème. Parce que pour arriver à se faire plaisir, il faut être fier de ce qu'on fait. Et moi, quand je passe à côté d'une usine qu'on a construite, enfin, c'est pas moi qui l'ai construite, mais qu'on a financée, d'une croissance externe qu'on a fait, d'un dynamisme économique sur le territoire auquel on a participé, c'est ça qui me rend fier. Et c'est ça qui me fait continuer le métier. Très bien, tu peux l'être parce que c'est hyper important, surtout quand on en parlait dans le contexte géopolitique global. Je pense que se rattacher aussi à un ancrage local chez nous, c'est hyper important au final. Donc, vraiment, merci pour ce que tu fais. Merci à toi, Pauline. Avec grand plaisir. Et puis, pour nous, au niveau du podcast, on se retrouve sur la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour donner un maximum de visibilité à ce podcast qui vient aider les chefs d'entreprise à sécuriser leurs risques clients, éviter les impayés. À bientôt.